L'enquête les plus difficiles que j'ai jamais faites. C'est-à-dire que pour trouver la vérité de ce qui s'est passé, il m'a fallu des années. Parce que il y avait une version qui était celle de Jeune Afrique, puis il y a une autre version qui était celle de Jeune Afrique qui disait, bon voilà, et puis après ça, il y avait une autre version qui était celle de l'homme de la rue. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on dit Marcel Tchangé. Moi, je connais bien Marcel Tchangé. Et puis, Eli Kadji. Alors, c'est ce que j'ai envie de dire au Cameroun, c'est que si on vous dit que c'est Marcel Tchangé qui a livré Guérandi aux Français, ou, aux Camerounais ou aux Français, si on vous dit que c'est Eli Kadji, lui, je connais pas, ce que je connais pas, qui a livré, alors, d'après l'enquête que j'en ai faite, je pense que c'est un peu l'histoire de quelqu'un qui a fait l'accident l'accident dans Ethiopian Air et Ethiopian Airlines, à cause des défenses techniques du Boeing 737 MAX, et puis qui décide que c'est l'oncle du village qui a tué la personne. Donc, il faut vraiment comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire que, si on dit que c'est des personnes qui sont basées à Bruxelles, des individus qui sont X, qui auraient livré Guérandi à James Elonlo, je sais pas, la DGRE. Alors, c'est un peu l'histoire de la tante du village qui a tué mon enfant. C'est-à-dire que pour moi qui suis journaliste, c'est du bricolage. C'est vraiment du bricolage incroyable. Pourquoi? Parce que Guérandi, certes, a été présenté a été amené à James Elonlo, qui était directeur des opérations de la DGRE par Marcel Tchangé. Il a fait rencontrer James Elonlo de la DGRE. Et puis, mais ce que j'ai envie de vous dire, à tout ce qu'il dit, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les services secrets camerounais ne peuvent pas se permettre d'aller mener une opération soit en Belgique, soit en France, sans l'autorisation des services secrets locaux. Ça se passe pas comme ça. Monsieur Guérandi Mbara était résident à Paris. Et ces choses-là, si tu expliques qu'un type est parti du sous-quartier à Yaoundé pour aller enlever un type en France, ça se passe pas comme ça. La France ne peut même pas accepter que un pays voisin, un pays même ami vienne mener une opération de homo ou de service secret sur son territoire de cette manière-là. Si quelqu'un le dit, il le dit par pure ignorance, par pur bricolage. C'est-à-dire que c'est un discours de sous-quartier. Ça fonctionne pas comme ça. C'est d'après ce que j'ai vu dans le cas de Guérandi,
c'est que, de manière extraordinaire, tous les gens qui parlent de Guérandi aujourd'hui excluent, et moi je comprends les uns et les autres, c'est-à-dire que les gens ménagent, n'est-ce pas, leur nationalité ou leur résidence en France, et ça c'est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire que il y a un patriotisme quand même à avoir, ou bien il y a une reconnaissance qui n'est pas que alimentaire, c'est-à-dire une reconnaissance de... Donc, il faut pas oublier quand même que la France gère des anciennes colonies. C'est une ancienne puissance coloniale qui a encore beaucoup d'intérêt et qui intervient beaucoup dans ces pays. Il y a des gens qui viennent vous dire, oh, mais la France, c'est un pays, c'est un pays des droits de l'homme, mais qui? Je pense qu'ils le font exprès, et puis je pense que c'est stratégique non plus, c'est intelligent de se dire, moi, je dois ménager mon statut de résident en France. C'est tout à fait intelligent, c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent que ça peut pas, moi ma conclusion c'est il faut que les gens comprennent que ça peut pas être, ce n'est pas possible que ça soit les histoires des Marcel Tchangé et les Kadji, tout là, ça c'est des histoires de sous-quartier. Ok? Pourquoi? Parce que je pense que l'une des personnes sur cette terre, au Cameroun et au Burkina Faso, à qui le Guérandi, qui parlait très peu, mais qui a le plus parlé, je pense que j'en fais partie. Je fais partie des gens à qui Guérandi a parlé. C'est pour ça que j'ai été capable d'écrire ce livre. Ce livre que j'invite les gens à acheter. Et quand vous l'aurez acheté, quand vous l'aurez lu, vous allez quand même évoluer dans le discours. Vous n'allez pas tenir des discours de bar, des discours de circuit, des discours de rade-pâquerette. C'est choquant quand je vois quand même, quand je vois ce que j'ai fait comme travail, et c'était pas facile, je le répète, et quand j'entends les gens parler encore aujourd'hui de Guérandi, et je peux dire d'une certaine manière qu'en matière de journalisme, entre guillemets, je suis pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Et je pars pas je pars pas parler de quelque chose pour accuser quelqu'un a priori. C'est-à-dire, je pars comme une table rase, tabula rasa. Je cherche, et j'ai cherché dans tous les pays, en France, au Burkina Faso, partout, pour produire ce livre. En étant en plus quelqu'un qui était certainement la personne qui ait jamais eu le plus de confiance, l'une des personnes qui a eu le plus de confiance avec Guérandi. Parce que tous les gens qu'il a rencontrés après là, c'était après. Et avant d'aller rencontrer ces gens, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que je dois faire qu'ici? J'étais l'une des personnes qui lui ont dit, qui lui ont déconseillé l'idée d'aller, aux États-Unis, rencontrer les Camerounais, être avec tous les Camerounais. Je suis l'une des personnes qui ont découragé. Je lui ai dit ma position, je lui ai dit, je pense pas que les Camerounais sont préparés. Je pense pas que les Camerounais aient la culture politique nécessaire pour que toi, tu entres là-dedans pour chercher à être leur leader. Non. C'est-à-dire que la moralité de beaucoup de Camerounais aujourd'hui, c'est une moralité de survie. C'est-à-dire que c'est une moralité des gens qui ont faim. Quand tu vas être avec eux, ils vont se demander à combien ils vont te vendre. Parce que quand tu vas leur dire, voilà, nous on va faire que le Cameroun soit un endroit où tu laisses ton argent comme ça, quelqu'un vient te remettre, ou te dire, c'est l'un des Camerounais, c'est le Camerounais, le seul Camerounais qui avait un programme politique, un projet de société que j'ai vu sur le Cameroun. C'est un projet de société qui est pensé.
C'est le seul Camerounais qui avait un projet de société pour le Cameroun que je ne pense pas qu'un fonctionnaire comme Paul Biya, aussi bien les Paul Biya que les Ngongo et tous ces gens-là, ça dit que c'est des rentiers, c'est des gens qui ont envie d'aller s'installer pour que les rentes, les impôts tombent tout un tas de trucs là. Mais les gens qui avaient des projets, Guérandi avait un projet pour le Cameroun. Et c'est quelque chose qui est rare. C'est quelque chose que qu'on ne voit pas souvent. Donc, c'est pour dire que dans ce que j'ai cherché et que j'ai trouvé, et j'ai lu l'article très intéressant de Georges Dougueli, et puis j'ai vu tous les... Et puis subitement, il y a une personne qui n'existe plus dans ces articles-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé du décès qui fait qu'on va accuser la personne du village. Alors, il y a une personne qui n'existe plus qui s'appelle Georges Starkman. On dit, oh, il y avait un marchand d'armes, on est allé le présenter au marchand de qui. Je veux dire au Cameroun aujourd'hui que moi, Jean-Marc Sobot, j'ai parlé à la personne qui a présenté Guérandi à M. Georges Starkman. Je répète, je sais qui a présenté Guérandi Mbara à Georges Starkman. Et je vous dis ça parce que je suis l'une des personnes. L'une des personnes les plus proches de Guérandi. C'est pas parce que je fais pas le bruit partout. J'étais comme lui. On fait pas le bruit. Je connais, j'ai parlé à la personne qui a présenté. C'était pas Eli Kadji. C'était pas Marseille Tchangé. Mais il faut qu'on soit sérieux un peu. J'ai parlé, je ne vous dis pas qui. Je vous dis pas qui. Je sais qui, mais je ne vous dis pas. Mais je lui ai parlé. Et si vous lisez mon livre, vous allez voir que j'ai parlé à cette personne. Parce que j'ai mis là-dedans toutes les informations qu'il m'a données. C'est lui qui a présenté Guérandi à monsieur. À Georges Starkman. Et qui est Georges Starkman? Oh, c'est un machin d'armes qui... Soyez sérieux. C'était pas un machin d'armes qui était en train de vendre des armes. Monsieur Georges Starkman, c'est un patriarche du service action de la DGSE. Service action de la DGSE, ça veut dire quoi? Quand on a créé la DGRE, et puis on a appelé DGRE, on a créé la DGRE à la lumière de la DGSE française. DGSE, ça s'appelait avant le SDES. Et le service action de SDES, c'est ça qui a tué les Moumiers, les ceci, les cela, les machin. C'est-à-dire que Monsieur Starkman n'est pas un marchand d'armes qui était en train de vouloir, il est allé vendre Guérandi à Paul Biya, machin. Arrêtez le bricolage. Monsieur Starkman. Et vous pouvez vérifier. Monsieur Starkman, c'est un patriarche du service action de la DGSE. C'est un monsieur qui a écrit un livre. Et quand on dit service action, on dit que ce n'est pas un monsieur qui peut, d'initiative personnelle, aller vendre quelqu'un au Cameroun, ou voilà, décider que bon, on va l'amener à Sofia dans un avion, et puis après ça, il va se retrouver à Douala, tout ça. Non, ça fonctionne pas comme ça, monsieur. Ça fonctionne que quand un monsieur comme celui-là, il y a ce qu'on appelle en droit la compétence rationnelle logique, c'est-à-dire que quoi? Je fais un peu une espèce d'extrapolation d'une règle de droit qui dit que un service secret ne vient pas
et ne vient pas agir dans un domaine où il y a un autre service, c'est-à-dire la DGRE ne peut pas venir prendre quelqu'un qui vit à Paris comme M. Guérandi, si ce n'est pas une opération initiée par la DGSE. Je m'explique. C'est-à-dire que si toi tu es je sais pas, si tu es un opposant, machin, un opposant dans tel pays qui est ami de la France, et toi tu demandes à la France, on veut notre opposant, la France ne va pas te donner ton opposant, même si tu es son ami. Mais si on accepte que un monsieur soit pris en France et soit transporté dans un jet privé pour aller à Sofia au Portugal et tout, ça veut dire que c'est une initiative de la DGSE. Est-ce que c'est suffisamment compréhensible? C'est une initiative de la DGSE, du service action de la DGSE, parce que M. Starkman a été impliqué dans tellement d'actions de la DGSE, y compris dans l'assassinat de M. Kabila. Et je remercie Michel Bienton qui a parlé de ça. Michel Bienton a parlé, il a fait un compte rendu de mon livre. Donc ce n'est pas, oh, Massé Tchangé, mais arrêtez le bricolage. C'est des petites bagarres de sous-quartier, les gens se bagarrent au sous-quartier, arrêtez ça. Bon, Massé Tchangé a peut-être fait quelque chose. Il y a peut-être... James Elonlobe était son ami, je sais pas, il y a trop d'argent, argent c'est par-ci, argent par-là, on appelle Bamcui, et l'argent, on donne l'argent à tel, et puis les gens se vantent aujourd'hui, les journalistes se vantent aujourd'hui. Moi, on me contacte parce que je suis brillant, et puis je reçois l'argent parce que je suis brillant. Le journalisme, ça fonctionne pas comme ça. Le journalisme, c'est pas une histoire, t'es pas un commerçant d'information. Donc, je voulais dire ceci, je voulais dire que Tchangé, il a peut-être rencontré, il a peut-être présenté à James Elonlobe et tout un tas de trucs là. Mais James Elonlobe, même que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, il peut rien faire. Il peut peut-être, je sais pas, il peut peut-être corrompre quelqu'un, il peut peut-être, je sais pas, il peut peut-être faire un truc comme ça, mais j'ai donné comment ça fonctionne et je pense que vous êtes capable de tirer les conclusions que c'est des conneries. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, c'est que la seule chose que j'ai pu démontrer et que j'ai trouvé après des années d'enquête, c'est que M. Starkman a mené ce qu'on appelle dans le jargon des services secrets une opération homo-clandestine. Opération homo-clandestine, ça veut dire que toi qui es parti manger le poisson braisé, machin, et puis tu as pris le Benskin, et puis le Benskin a fait l'accident, tu es mort. Et puis on va dire, mais c'est pas possible, mais comment toi tu es parti prendre le Benskin, et alors que tu es quand même quelqu'un qu'on respecte, et tu es parti manger le poisson braisé au bord de la route, et tu es parti, tu es mort, et puis après, derrière cette affaire, on te dit que non, c'est la CIA. C'est la DGSE, c'est-à-dire que des plus grands services secrets qui t'ont tué. Mais ils t'ont tué de manière à ce qu'on raconte des conneries comme ce qu'on raconte aujourd'hui. Ils t'ont tué de manière à ce qu'on se dise que non, mais attends, c'est pas possible. Mais ce type-là, il a pris le Benskin. C'est comme ça que ça fonctionne. Je dis clairement, monsieur Guérandi Mbara n'a pas été livré par Eli Kadji et Marcel Tchangé. Monsieur Guérandi Mbara a fait l'objet d'une opération homo-clandestine des services secrets français. Pourquoi? Je m'explique. Je vais vous dire maintenant ce que Guérandi m'a dit. J'ai envie que je veux sourcer ce que je veux dire. Alors, monsieur Guérandi était impliqué dans les pourparlers qui ont conduit à, entre guillemets, la réconciliation entre Paris et sous Chirac, entre Paris et la Libye. C'est-à-dire que
c'est le Burkina Faso qui a fait en sorte que la France puisse parler à nouveau à Kadhafi. Kadhafi, c'est le Burkina Faso de Compaoré. Et bon, officiellement c'était Compaoré, mais dans la pratique c'était les Guérandi qui ont fait la job. Quand vous avez vu quand Hissène Habré prend le pouvoir, et Hissène Habré, non, Idriss Déby, excusez-moi. Quand Idriss Déby prend le pouvoir, c'est les services français qui font tomber Hissène Habré pour mettre Idriss Déby et les gens qui sont sur le terrain pour le compte de la France. Il y a Guérandi qui est l'un des officiers qui sont à la manœuvre. Et ce n'est pas tout. Vous allez voir des cas. Il est intervenu dans des pays comme la Sierra Leone. Il est intervenu dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans cette espèce de rébellion des forces nouvelles de Guillaume Soro, Guillaume Soro, c'était avec lui qui marchait à Ouaga, et il était au Mali, il était partout, pour le compte de la France. C'est-à-dire qu'on disait que non, le Burkina Faso, il y a un article qui paraît à un moment donné à Jeune Afrique pour dire que le Burkina Faso est dans toutes les crises, et partout, pour faire des sécessions, pour faire pour parler, pour faire mais c'était les Guérandi qui étaient là-dedans. Et à un moment donné, ce que je veux vous dire, c'est que, à un moment donné, il y a eu une rupture. Et quand je le dis, beaucoup de gens vont savoir de quoi je parle. Parce que quand moi j'étais à Ouaga, Guérandi m'a logé chez mon Bombo. Mon Bombo, un ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Jean-Marc Palme, qui est un historien avec qui j'ai parlé. J'ai parlé avec beaucoup de Burkinabé dans cette affaire. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a eu une rupture, même dans la crise ivoirienne, entre le palais qu'on appelait le palais de Kossiam, le palais du Burkina Faso. Il y a eu une rupture entre le palais de Kossiam et Sarkozy sur la Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion ivoirienne, du nord de la Côte d'Ivoire de Soro était accompagnée par la France. Et les gens qui étaient là-dedans, je dis bien, il y avait Guérandi. Donc, il y a eu donc une rupture, ils s'entendaient plus, les Ivoiriens, les Burkinabés se sont dit, ben, écoutez, ça fait longtemps qu'on soutient les rebelles, et puis ça donne pas de résultats. Alors nous, on pense que, étant donné qu'on a des millions et des millions et des millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, on n'a pas envie de nuire à leur vie là-bas. Il faudrait que vraiment on prenne la voie des pourparlers. Et je dis bien que Gbagbo venait chez Guérandi et Laurent Gbagbo. Comme Soro venait chez Guérandi, c'est-à-dire que de manière privée, ou là où moi j'étais chez Guérandi, c'est-à-dire que Gbagbo venait là-dedans, tous ces gens venaient là. Et puis on se dit non, il faudrait pas que, voilà, maintenant on doit mener les pourparlers. Donc du coup, nous devons déclarer en rupture avec la politique française qui consiste à vouloir faire tomber Laurent Gbagbo. Alors, il y a d'abord un premier temps où il s'entend avec Compaoré dans cette perspective, et puis à un moment donné, je pense que comment on appelle Sarkozy finit par imposer son diktat à Compaoré, et je pense que c'est à ce moment que Compaoré se retrouve avec des conseillers qui sont en rupture de banc avec lui. Et je pense que à ce moment-là, il dit à Guérandi, et il dit à Sarkozy, bon, c'est bon, mais il y a quand même des gars qui, ils sont plus dans la même longueur d'onde que nous. Et donc,
les gens qui de manière immédiate avaient intérêt à finir, à tuer Guérandi, c'était d'abord la France. C'est pour ça que l'opération est initiée par les Français, par un Français, parce que on vous a dit, oui, il y avait un colonel des forces portugaises, c'est ça qu'on appelait Abrantes, Ferdinand Abrantes, c'est-à-dire que Monsieur Abrantes a été recruté par Monsieur George Stackman, patriarche de la DGSE. Et ce Monsieur Stackman, et ce Monsieur Abrantes n'existe pas. Je suis allé fouiller où se trouvait ce type-là au Portugal. Il n'a jamais existé. Donc, c'est un faux nom d'un homme des services secrets qui travaillait pour la DGSE. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lisez ce livre. Lisez ce livre pour en savoir un peu plus. Donc, parce que moi, j'ai fouillé terre et ciel pour en savoir. Pour savoir dans cette affaire. Concernant Guérandi, dont j'ai la photo ici dans mon salon. Alors, ça, c'était pour vous dire que les Camerounais ont été associés. Je le disais pourquoi? Parce que en juillet 2009, avant qu'il y ait les Kajio, machin, le tentadou là, en juillet 2009, il y a une dame. Pendant que Sarkozy organise une visite officielle au président camerounais en juillet 2009, dont personne ne sait d'où ça vient. Il est reçu à Paris, il s'installe au Téméris, il doit être reçu, c'est sa dame, mais Chantal Biya doit être reçu par Kouchner, lui il va recevoir tout bon, tout ça, il va le PDG, tout, il y a une personne qu'il reçoit, qui s'appelle Isabelle Chanel. Isabelle Chanel, on est en juillet 2009. Isabelle Chanel, c'est la plaque tournante de l'assassinat de Guérandi. Isabelle Chanel, c'est une personne qui travaille pour la DGSE. C'est le bras droit de un monsieur qu'on appelle George Stackman, patriarche de la DGSE. Voilà comment ça s'est passé. Donc, les bricolages, les gens qui ont travaillé avec moi, la nouvelle expression, dans les lois, ils savent que Jean-Marc Sabot, il n'aime pas le bricolage. C'est-à-dire qu'il a de la rage contre un type qui, oh non, machin, oui, qui fait le bricolage. Donc, voilà. Je rappelle, c'est Isabelle Chanel. Et quand je dis Isabelle Chanel, ce n'est pas Pegasus qui m'a dit. C'est-à-dire que Isabelle Chanel a dit elle-même. Elle a écrit elle-même dans son journal que j'ai rencontré M. Paul Biya à l'hôtel Meurice. Le Meurice. Et je répète que c'était la plaque tournante. C'est le bras droit de George Stackman dans l'élimination de Guérandi Mbara. Alors, j'invite les gens à checker, à chercher Guérandi Mbara par Jean-Marc Sabot. Et puis, vous aurez, vous lisez, vous ferez vous-même votre propre religion sur cette affaire. Mais je tenais absolument à le dire. Merci.